Pendant de nombreuses années, ma vie était une routine soigneusement orchestrée, presque irréprochable vue de l'extérieur. Je me levais tôt, avant tout le monde, préparais le café, vérifiais les emails professionnels sur mon téléphone pendant que la cafetière fumait doucement. Ensuite, je m'occupais du petit déjeuner, disposant les assiettes break sur la table pour quand Julien se lèverait. Camille descendait toujours plus tard, parfois vers midi, encore en pyjama. Lucas, lui, était réveillé dès l'aube, regardant des dessins animés dans le salon, enveloppé dans une couverture, avec une tasse de lait que je lui préparais chaque soir. Nous vivions à 4 sous le même toit depuis des années, dans une maison à Neuilly-sur-Seine. Quand Camille est arrivée chez nous, je savais que ce serait temporaire. Du moins, c'est ce que je voulais croire. Elle était enceinte, seule, sans emploi, et je ne pouvais pas la laisser à la dérive. Nous étions sœurs, après tout. Même si notre relation n'avait jamais été particulièrement chaleureuse, à ce moment-là, j'ai pensé que c'était la bonne chose à faire. Julien a accepté sans trop réfléchir. Il a dit qu'aider Camille, c'était aider la famille. Les années ont passé. Lucas a grandi. Camille était toujours là. Je travaillais de longues heures, gravissant les échelons dans une entreprise où peu de gens croyaient en moi au début. Je devais sans cesse prouver que je méritais chaque promotion, chaque nouveau poste, chaque décision importante. Pendant ce temps, Julien a commencé à travailler depuis la maison, puis a cessé complètement. Il se justifiait avec des phrases rassurantes, disant que le marché était difficile, qu'il trouverait bientôt quelque chose, que c'était mieux ainsi, que je pouvais me concentrer sur ma carrière sans m'inquiéter d'autre chose. Avec le temps, je me suis habituée à tout payer. L'hypothèque jusqu'à son remboursement total, les factures, les courses, les vêtements, les petites sorties. Quand quelque chose se cassait à la maison, c'était moi qui appelais le technicien, moi qui payais. Camille répétait qu'elle chercherait un emploi quand Lucas serait un peu plus grand, mais il était déjà au collège et elle restait là, toujours avec une excuse pour ne pas travailler. Nos parents étaient nés et morts depuis des années, et bien que je ne l'ai jamais dit, je me sentais responsable d'elle depuis lors. Je me suis occupée d'elle sans rien demander en retour. Dans mon esprit, l'amour était lié au fait de prendre soin, de soutenir. C'est ainsi que j'avais grandi, que je m'étais construite. Je ne ressentais pas le besoin qu'on me remercie. Du moins, c'est ce que je pensais. La maison était grande, sur 2 étages, avec un jardin devant et une cour arborée à l'arrière, plantée de cerisiers et de pommiers. Je l'avais achetée à crédit, mais elle était à mon nom dès le premier jour. Nous n'en avions jamais discuté. Julien avait signé quelques papiers, disant que c'était normal, que l'essentiel était que nous formions une famille. Je n'imaginais pas alors à quel point cette signature aurait de l'importance plus tard. Lors des dîners, Camille parlait beaucoup de Lucas, de ses réussites, de son intelligence. Julien le regardait avec une fierté étrange que je ne parvenais pas à définir. Je pensais que c'était de l'affection d'oncle, celle d'un homme qui ne peut pas avoir d'enfant et trouve un refuge émotionnel auprès d'un enfant proche. Moi-même, pour des raisons médicales, je ne pouvais pas avoir d'enfant, et bien que cela me fît mal, je l'avais accepté. Je n'avais pas le choix, ou du moins, c'est ainsi que je le voyais. Au fil des années, beaucoup de choses ne collaient pas tout à fait, mais je ne voulais pas m'arrêter pour y réfléchir. Quand on aime quelqu'un, quand on construit quelque chose avec effort, on apprend à détourner le regard pour protéger ce qu'on croit avoir bâti. Avec le recul, cette négation était ma façon de survivre, mais elle fut aussi le terrain fertile où ils ont semé leur trahison. Je me souviens d'une après-midi où je suis rentrée tôt du travail. Dans la cuisine, j'ai trouvé Julien et Camille trop proches, trop à l'aise. Elle riait, la tête penchée en arrière, et ils la regardaient comme si cet instant leur appartenait exclusivement. Lorsqu'ils m'ont vue, ils ont fait comme si de rien n'était. Je n'ai rien dit non plus. Pas parce que je n'avais rien remarqué, mais parce que je n'étais pas encore prête à accepter ce que mes yeux commençaient à comprendre. Ces petites scènes d'inextude se sont répétées de plus en plus souvent. Pourtant, je continuais à sortir chaque matin, mon sac sur l'épaule, mes vêtements repassés, mon café à la main, prête à conquérir un monde qui me respectait davantage que les gens vivant sous mon toit. L'entreprise est devenue mon refuge. Là-bas, j'avais du pouvoir, ma parole comptait, on me voyait comme quelqu'un de compétent, de déterminé, de fort. C'était la seule partie de ma vie qui ne reposait pas sur un mensonge.
Je ne prenais jamais de longues vacançais. Quelques jours en hiver, un ou deux au printemps. Camille me disait parfois que je devrais me reposer davantage, mais elle le disait avec ce ton qui cache un jugement. Julien, lui, se contentait d'acquiescer avant de retourner à son téléphone. Je le faisais par nécessité. Si je ne restais pas active, si je ne me consacrais pas entièrement au travail, le poêle de ma maison m'aurait ensevelie. Pour notre 20e anniversaire de mariage, j'ai organisé un dîner spécial. J'ai tout préparé seule, du linge de table en lin jusqu'au dessert. Julien est arrivé au salon avec une chemise froissée, mal rasée. Camille est descendue comme à son habitude, comme si ce n'était pas un anniversaire de couple, mais une soirée banale. Lucas m'a serré dans ses bras avec ce sourire doux qui me brisait le cœur. J'ai souri aussi. J'ai remercié pour les années, les souvenirs, et j'ai porté un toast à nous. Même à ce moment-là, je n'ai reçu aucun geste particulier, aucune parole spéciale de Julien. Tout était correct, tout était tiède. Cette nuit-là, je me suis endormie avec une sensation étrange, comme si quelque chose était sur le point de se briser, comme si les fils qui maintenaient mon monde commençaient à lâcher. Pourtant, je n'ai rien arrêté. Je ne voulais pas poser de questions, je ne voulais pas confirmer. Au fond de moi, je savais déjà. Il ne manquait que le coup final. Ce coup est arrivé plus tôt que je ne l'imaginais. Avec le temps, ce qui semblait être une phase temporaire s'est devenu permanent. Camille restait sous mon toit sans montrer la moindre intention de partir. Il y avait toujours une excuse. L'école de Lucas, le manque d'opportunités, une dépression passagère, un mauvais mois. Et moi, je continuais à tout couvrir sans reproche, sans demander de compte à personne. Je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. Je croyais que lorsqu'on aime sa famille, on ne fait pas de liste, on ne pose pas de limites, on ne mesure pas ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Au bureau, je suis devenue indispensable. Mes idées, mon efficacité, ma capacité à résoudre n'importe quel problème m'ont fait grimper les échelons. On m'a proposé une participation dans l'entreprise à un moment où le marché était particulièrement difficile. Avec effort, constance et vision, j'ai gagné ma place. Je ne l'ai pas annoncé avec fanfare, je ne l'ai même pas dit à la maison, non pas parce que c'était un secret, mais parce que je savais qu'ils ne comprendraient pas. Ils se contentaient de savoir que je payais tout. Le reste leur était indifférent. Mon salaire de cadre était élevé, mais les responsabilités l'étaient tout autant. Les décisions ne laissaient aucune marge d'erreur, et la pression me suivait même le dimanche. À la maison, en revanche, personne ne semblait pressé par quoi que ce soit. Julien passait ses matinées sur la terrasse à consulter son téléphone, disant qu'il analysait des projets. Je n'ai jamais vu ces projets. Camille passait ses journées entre les réseaux sociaux, les séries et des cours de pâtisserie qu'elle abandonnait dès qu'elle se lassait. Elle parlait d'ouvrir un jour sa propre pâtisserie. Ce jour n'est jamais arrivé. J'étais la seule à me soucier de la nourriture, de l'ordre, de la santé de tous. Quand Lucas tombait malade, c'était moi qui prenais un congé pour l'emmener chez le médecin. Quand quelque chose se cassait, c'était vite moi qui appelais le technicien et payais la réparation. Quand il fallait renouveler l'assurance de la voiture, c'était moi qui m'en occupais. S'il y avait une dépense imprévue, ma carte bancaire la couvrait. Personne ne demandait d'où venait l'argent, personne n'offrait d'aide. La facture du supermarché grimpait sans cesse, mais cela ne semblait pas les préoccuper. Je ne me souvenais plus de la dernière fois que Julien avait payé une facture. Camille s'offusquait si je suggérais qu'elle pourrait contribuer. Elle disait qu'elle n'avait pas de revenus et que s'occuper seule de Lucas était déjà beaucoup. Parfois, elle insinuait que je ne comprenais pas ce que c'était d'être mère, comme si mon infertilité me disqualifiait pour parler de responsabilité. Ces mots me faisaient plus mal que je ne le laissais voir. Mon infertilité était un sujet clos, scellé par des années de résignation et de silence. Eugénie et moi l'avions affronté ensemble, du moins, c'est ce que je croyais. Il avait dit que cela n'avait pas d'importance, que nous suffire à nous-mêmes. J'ai pleuré des nuits entières à cause de cette blessure, mais j'ai appris à vivre avec. Adopter n'a jamais été une option sérieusement envisagée. Julien l'a écarté rapidement. Camille, elle, semblait prendre plaisir à souligner qu'elle était mère, qu'elle avait donné la vie. Le lien entre Julien et Lucas était toujours très fort. Trop fort. Pendant longtemps, je l'ai vu comme quelque chose de positif. Je pensais que, ne pouvant avoir d'enfant, Julien trouvait en Lucas un espace émotionnel nécessaire. Parfois, ils jouaient ensemble comme un père et son fils,
Ils riaient, échangeaient des regards complices, des secrets. Je ne l'ai jamais questionné. Cela me plaisait de les voir ainsi. Je pensais que la vie m'avait au moins donné cela, un foyer rempli d'affection, même s'il n'était pas conventionnel. À l'entreprise, je continuais à accumuler du pouvoir. J'avais des réunions avec des investisseurs, je signais des contrats, je dirigeais des équipes. Les gens m'écoutaient, me respectaient, me craignaient parfois. Mais à la maison, je n'étais qu'un portefeuille ambulant, une figure fonctionnelle. Personne ne célébrait mes réussites. Si je rentrais tard, personne ne me demandait comment s'était passée ma journée. Si j'étais fatiguée, personne ne le remarquait. Si je tombais malade, je me préparais moi-même du thé et retournais travailler avec de la fièvre. Une nuit, je suis restée tard au bureau. En rentrant, la maison était silencieuse. Dans la cuisine, j'ai trouvé des verres sales dans l'évier, des restes de nourriture sur la table, la lumière encore allumée. En montant, j'ai vu que la télévision dans la chambre de Camille était allumée, bien qu'elle dormît déjà. Julien ne m'attendait pas. Il était couché, regardant son téléphone, sans remarquer que j'étais rentrée tard, épuisée. Cette indifférence est devenue quotidienne. Chaque jour pesait plus lourd. Chaque geste, chaque omission, chaque fois qu'il m'ignorait ou prenait de ma présence pour acquise. Je ne disais rien. Je me convainquais que c'était la vie adulte, que tout n'avait pas à être parfait, qu'il fallait endurer, car l'amour se montre aussi par la patience. Mais la patience ne peut être infinie, la foi non plus. Plus le temps passait, plus il était évident que mes efforts ne signifiaient rien pour eux. Je vivais pour les soutenir. Eux vivaient comme si tout leur appartenait de droit. Un après-midi, Camille m'a demandé de l'argent pour un nouveau cours, sans détour, comme on demande une serviette. Ce jour-là, je me suis sentie vide, non pas à cause de l'argent, mais à cause de la certitude qu'il ne me voyait plus, ne m'écoutait plus. Je n'existais que tant que je payais. L'usure était lente mais constante. Je me brisais en silence, jour après jour, pendant qu'ils flottaient dans leur monde sans conséquence. Et puis, tout a changé. J'avais toujours pensé qu'une famille se construisait par le dévouement, même sans récompense immédiate. Je me répétais que la constance et l'amour suffisaient, que les doutes, les gestes étranges, les soupçons qui me rongeaient n'étaient que du bruit, des distractions. Je voulais être cette femme qui fait confiance, qui ne fouille pas les téléphones, qui n'interprète pas les silences. Je m'efforçais de l'être, car je savais ce que coûtait la perte de confiance. Mais certaines choses ne pouvaient plus être ignorées. Les rythmes de la maison ont commencé à changer. Camille et Julien passaient plus de temps ensemble avec des excuses vagues. Faire des courses, aller à la banque, chercher quelque chose pour Lucas. Je n'objectais rien. J'écoutais et acquiesçais. Mais le schéma était clair. Des sorties fréquentes sans explication précise, des coïncidences de plus en plus forcées. Un jour, je suis rentrée tôt d'une réunion annulée. Sans prévenir, je suis montée en silence et j'ai entendu des rires venant de la salle à manger. En m'approchant, je les ai vus partager un verre de vin, seuls. La scène était intime, tendue dans sa naturalité. Quand ils m'ont vue, ils ont feint la surprise et se sont levés rapidement, comme des enfants pris en faute. Julien a dit qu'il tuait simplement le temps. Camille a ajouté qu'il pensait que je rentrerais tard. Je n'ai pas posé de questions, je n'ai rien dit. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte doucement et me suis assise au bord du lit. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas eu de colère. Juste un épuisement sec, profond, qui s'est installé dans ma poitrine et ne m'a pas quittée pendant des jours. À partir de ce jour, j'ai commencé à tout observer avec plus de clarté. Les regards qu'ils échangeaient, les silences qui s'étiraient quand j'entrais dans une pièce, les rires qui s'éteignaient à l'approche de mes pas. Parfois, je les trouvais en train de parler tout près, à voix basse, et quand j'apparaissais, ils faisaient semblant de discuter de choses banales. Camille disait qu'elle était stressée, qu'elle avait besoin de se distraire, et Julien la consolait avec une main sur l'épaule qui durait trop longtemps. J'ai commencé à les observer sans intervenir, avec la distance émotionnelle de quelqu'un qui a déjà compris la vérité, mais n'a pas encore de preuves. Il y avait un fossé entre ce qu'ils montraient et ce qu'ils étaient vraiment. Je le ressentais, mais je ne savais pas comment l'affronter. Pas par peur de la confrontation, mais parce que ce que je pressentais me faisait encore trop mal. La nuit où Lucas a fêté ses 13 ans, nous avons organisé un petit dîner. Julien a commandé un gâteau spécial et Camille a décoré le salon. Ils ont invité quelques amis de l'enfant,
Je suis arrivée plus tard, les bras chargés de cadeaux. En entrant, j'ai vu Lucas se jeter dans les bras de Julien comme un fils avec son père. Je l'ai enlacé aussi, bien sûr, comme toujours. Mais cette nuit-là, j'ai vu quelque chose dans la façon dont Julien le regardait. Ce n'était pas le regard d'un oncle fier, c'était autre chose, quelque chose de plus intime, de plus profond. À partir de ce moment, j'ai commencé à rejouer chaque conversation passée, chaque geste, chaque jour où je me sentais ignorée sans raison. J'ai commencé à assembler un puzzle qui avait toujours été sous mes yeux, mais que je n'avais pas voulu compléter. Les fois où Julien défendait Camille face à la moindre critique, aussi minime soit-elle. Les fois où Lucas l'appelait sans hésiter lorsqu'il avait un problème. Cette confiance naturelle, presque biologique, entre eux deux. Je les avais soutenus tous les trois pendant des années, et maintenant je commençais à comprendre que ce n'était pas de la générosité qui me liait à eux, mais une chaîne. Ils étaient à l'aise. Ils vivaient sans souci. Ils avaient besoin de moi tant que je ne voyais pas ce qu'ils étaient not vraiment. Une nuit, la nuit, je me suis réveillée sans raison. Je suis descendue chercher un verre d'eau au jeu et j'ai trouvé Julien seul dans la cuisine, une coupe à la main. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas dormir. Je lui ai demandé s'il était inquiet. Il a répondu que non, qu'il réfléchissait simplement. À quoi? Ai-je insisté. Il a dit autant à tout ce que nous avions vécu. Je l'ai regardé sans parler. À cet instant, il m'a semblé être un étranger, un homme que j'avais aimé et accompagné, mais qui me regardait avec des yeux distants. Il n'y avait pas de tendresse dans son visage, juste de la fatigue et de l'éloignement. Je voulais l'enlacer. Je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas déplacée. Je me suis retournée et je suis remontée dans ma chambre. Je ne sais pas à quel moment j'ai cessé de croire en lui. Il n'y a pas eu de phrase décisive, pas de scène dramatique. Ce fut une accumulation de petites trahisons, de moments volés, de signaux silencieux. La certitude n'est pas arrivée comme une tempête, mais comme une brise persistante qui a fini par tout éroder. Pourtant, je n'ai pas agi. Je n'ai pas confronté, je n'ai pas accusé, je n'ai pas pleuré devant eux. Je me suis contentée d'observer et d'attendre. Car celui qui attend en silence tout en rassemblant ses forces ne le fait pas par lâcheté, mais parce qu'il sait que la chute est inévitable. Et ce ne serait pas la mienne. La leur? Oui. C'était un mardi. Je me souviens que le ciel était nuageux, avec cette odeur métallique qui annonce l'orage, bien que la pluie ne soit jamais venue. Au bureau, tout s'était déroulé comme prévu. Nous avions signé un contrat important, conclu une négociation qui durait depuis des semaines, et l'un des associés m'a félicité personnellement. J'ai marché jusqu'au parking avec le sentiment que tout était en ordre, que je gagnais dans le seul domaine qui dépendait uniquement de moi. En rentrant, j'ai trouvé Julien et Camille assis dans le salon. Ils ne regardaient pas la télévision, ne parlaient pas, ils étaient juste là, l'un à côté de l'autre, comme s'ils attendaient à quelque chose. La position de leur corps était tendue. On voyait qu'ils avaient répété ce moment. Quelque chose clochait dans la façon dont ils me regardaient, comme si j'étais une silhouette en carton qu'ils s'apprêtaient à renverser. Je me suis approchée calmement. J'ai posé mon sac sur la table, enlevé mes chaussures et leur ai demandé s'il se passait quelque chose. Julien m'a prié de m'asseoir. Il l'a dit d'un ton trop neutre. Camille fixait le sol. Lucas n'était pas là. Je supposais qu'il l'avait envoyé chez un ami pour qu'il n'assiste pas à ce qui allait suivre. Julien a pris la parole en premier. Il a dit qu'ils avaient quelque chose à me dire. Camille restait silencieuse, les bras croisés, la mâchoire crispée. Julien a respiré profondément, comme si la phrase qu'il allait prononcer lui coûtait plus qu'elle ne lui coûtait vraiment. Il m'a dit qu'eux deux étaient plus que des beaux-frères depuis 20 ans, que leur relation n'avait pas commencé après la grossesse de Camille, comme on pourrait le penser, mais bien avant, qu'ils étaient ensemble en secret depuis avant la naissance de Lucas, que Lucas, en fait, était le fils de Julien. Il a tout déballé sans baisser la voix, sans s'arrêter pour jauger mes réactions. Sa voix ne tremblait pas. Il parlait comme s'il se débarrassait enfin d'un poids. Camille restait silencieuse, hochant la tête de temps en temps, comme une ombre derrière ses mots. Aucun des deux ne me regardait dans les yeux. Je n'ai rien dit. Je suis restée assise. L'air autour de moi semblait épais, non pas à cause du contenu de la confession, car au fond, je le savais ou l'avais pressenti avec une telle force qu'il ne manquait qu'une confirmation, mais à cause de la manière. Il le disait non par remords,
mais parce qu'il pensait que cela n'avait plus d'importance. Julien a continué. Il a dit qu'il me le disait maintenant parce qu'il croyait que j'avais été licenciée de l'entreprise, que ça n'avait plus de sens de cacher la vérité, que le mieux était de l'affronter maintenant que les choses s'étaient égalisées. Il a utilisé ce mot. Égalisées, comme si 20 ans d'efforts pouvaient en être comparés à une confession jetée en l'air par commodité. Camille a alors parlé pour la première fois. Elle a dit qu'elle m'avait toujours admirée, mais que la vie avait pris un autre chemin, que ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre était plus fort qu'eux, qu'ils n'avaient pas voulu me faire de mal, qu'ils s'étaient laissés emporter par le destin. Elle a prononcé ce mot, destin, comme si cela pouvait tout excuser. Je me suis contentée de les observer. Ils pensaient de m'avoir brisée, que le poids de la trahison, ajouté à une prétendue ruine professionnelle, m'écraserait. Ils étaient convaincus que je n'avais plus de pouvoir, plus de position, plus d'argent, qu'ils auraient désormais besoin de moi, que la vérité enfin révélée leur permettrait de se libérer de leurs mensonges et de rester avec moi sans culpabilité, comme si l'on pouvait effacer une double vie en une seule après-midi. Ils n'avaient rien compris. Ils ne savaient pas que je n'avais pas été licenciée. Ils ignoraient que quelques semaines plus tôt, j'avais signé un accord qui faisait de moi l'une des principales associées de l'entreprise, que j'avais désormais plus de pouvoir que jamais, que la prétendue restructuration était un mouvement stratégique, pas une perte. Mais ces silences, mes horaires différents, mes appels prolongés et mes réunions à huis clos n'étaient pas des signes de chute, mais ceux de mon ascension. Je les ai laissés parler. Je n'ai pas interrompu. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas pleuré. La tempête qu'ils attendaient n'est pas arrivée. Je me suis levée, je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et me suis assise devant le miroir. Je me suis regardée longuement, comme on examine les dégâts après un incendie, mais je n'ai pas vu de ruines. J'ai vu de la clarté. Et dans cette clarté, j'ai su que l'histoire avait changé. Je n'avais pas besoin de les détruire, ni de me venger. Il suffisait de remettre chaque chose à sa place. Enfin. Et le lendemain, je l'ai fait. À l'aube, je me suis levée tôt, comme toujours. Je me suis habillée calmement, un tailleur noir sobre, élégant, impeccable. J'ai pris un petit déjeuner léger, servi mon café dans ma tasse habituelle et suis sortie sans dire au revoir. Ni Camille, ni Julien ne m'ont demandé où j'allais. Ils pensaient que je n'avais nulle part où aller, que j'avais perdu mon travail, qu'il ne me restait qu'à rester à la maison à panser mes blessures. En chemin vers l'entreprise, je ne pensais pas à eux. Je pensais à moi, à tout ce que j'avais toléré, à tout ce que j'avais enduré, à chaque fois que j'avais choisi de me taire pour préserver la paix, pour ne pas briser quelque chose qui était déjà en miettes. Mais maintenant, la paix portait un autre nom, justice. Et ce qui était brisé n'avait plus de sens à réparer. En arrivant, les gardiens de l'immeuble m'ont salué avec respect. J'ai traversé le hall avec l'assurance de celle qui marche sur un sol solide. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif et ouvert la porte de mon nouveau bureau. Ce n'était pas un simple bureau, c'était le bureau principal. Une paroi entière de verre offrait une vue sur Paris. Dans un coin, les documents de l'acte de constitution de la nouvelle société, mon nom imprimé aux côtés de ceux des fondateurs. Je n'étais plus une employée, j'étais désormais l'une des propriétaires. Je me suis assise dans mon fauteuil en cuir, j'ai croisé les jambes et ouvert mes emails. Tout était en route. Mes décisions donnaient le tempo. C'était moi qui décidais de la direction de l'entreprise, de qui restait et de qui partait. Le pouvoir ne m'enivrait pas. Je n'en avais pas besoin pour me sentir quelqu'un. Mais après avoir passé 20 ans à porter les autres, ce fauteuil me semblait juste, comme une réparation, comme un espace qui m'appartenait enfin. Le reste de la journée fut comme les autres. Appels, réunions, accords. Personne au bureau ne savait ce qui se passait chez moi. Personne n'imaginait la trahison qui venait d'exploser entre mes murs. Je ne l'ai pas montré non plus. J'ai gardé un visage serein, une voix ferme, une concentration absolue. Il n'y avait pas de place pour l'effondrement, pas d'espace pour les larmes. En rentrant ce soir-là, tout était calme. Julien m'a demandé si j'étais sortie me promener. Camille ne m'a même pas regardée. Je me suis assise dans la salle à manger et les ai observés. Ils se comportaient comme si rien ne s'était passé, comme si m'avouer qu'ils m'avaient menti pendant 20 ans était une libération pour eux, comme s'ils s'attendaient à ce que je l'accepte
que je le digère et que je leur donne ma bénédiction pour continuer à vivre ensemble comme si c'était mon rôle. Mais cette version de moi n'existait plus. Pendant le dîner qu'ils avaient préparé, chose inhabituelle, j'ai écouté leur petite conversation sans dire un mot. Julien parlait de rénover la maison, de repeindre le salon ou de refaire la terrasse. Camille évoquait l'idée de mieux organiser sa chambre. Il disait cela avec naturel, comme s'il planifiait un avenir commun sous mon toit, comme si je ne comptais pas, comme si j'étais désormais un simple meuble dans la maison. C'est alors que j'ai réalisé qu'ils ne savaient rien. Ils ignoraient que la maison était à mon nom depuis le premier jour, que le contrat d'achat n'avait été signé que par moi, que l'hypothèque, les taxes, tout était sous ma signature et ma responsabilité. Ils l'avaient pris pour acquis pendant des années, et comme je n'avais jamais rien exigé, ils pensaient de pouvoir rester indéfiniment. Nous avons fini de dîner, et j'ai ramassé mon assiette. Je n'ai rien dit ce soir-là, mais tout était déjà décidé. Ils pensaient qu'en me révélant leur secret, ils s'étaient libérés. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'avec cette confession, ils s'étaient aussi dépouillés de tout pouvoir sur moi. La vérité qu'ils utilisaient pour maintenir leur confort ne servait plus, et sans elle, ils n'avaient rien. La maison, mon entreprise, mon nom, tout restait intact. Eux seuls étaient hors jeu, et ils ne voyaient pas encore venir cette vérité. Le lendemain matin, je me suis pris la journée. Pas pour me reposer, mais pour organiser calmement ce qui allait suivre. Je me suis levée tôt, j'ai préparé du café, je me suis assise dans la cuisine et j'ai commencé à examiner des documents. J'ai sorti le dossier bleu où je gardais les actes de propriété de la maison, les reçus, les contrats, les preuves de paiement des 20 dernières années, chaque papier à mon nom, chaque signature de ma main, chaque dépense que j'avais assumée seule pendant qu'ils dormaient tranquilles. Pendant que Camille était encore en robe de chambre et que Julien se rasait comme si le monde n'avait pas changé, j'ai imprimé quelques copies. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas encore nécessaire. J'ai simplement posé les documents sur la table, pris une profonde inspiration et je suis sortie dans le jardin pour arroser les plantes. Le jour était clair, mais l'air était frais. J'aimais cette contradiction. C'était ce que je ressentais à l'intérieur. Pendant le déjeuner, je leur ai demandé s'ils pouvaient être dans le salon plus tard, que je voulais parler. Ce n'était pas une demande, c'était une instruction. Julien a dit « bien sûr », avec ce sourire tiède qu'il utilisait si souvent pour masquer sa manipulation. Camille a haussé les épaules et acquiescé sans grand intérêt. Ils étaient calmes, trop calmes. Peut-être pensaient-ils que j'allais leur pardonner, qu'après tant d'années, nous arriverions à un accord misérable. Ils ne comprenaient pas ce que signifiait me perdre. Ils ne l'avaient jamais compris. À 17h, 7 heures précises, ils étaient assis sur le canapé. Je me suis tenue devant eux, le dossier à la main. Je leur ai donné une copie des actes de propriété. Je leur ai demandé de les lire attentivement. Au début, ils n'ont pas compris. Julien lisait à voix basse, fronçant les sourcils. Camille feuilletait sans conviction jusqu'à ce qu'elle trouve la ligne indiquant que la propriété m'appartenait entièrement, qu'il n'y avait pas de copropriétaire, pas d'héritage partagé, que la maison, chaque mur, chaque tuile, chaque clé m'appartenait. Aucun d'eux n'a dit un mot. L'inconfort s'est insinué dans la pièce comme une fuite de gaz, invisible, mais indéniable. Alors, j'ai parlé, sans me presser, sans théâtralité. Je leur ai expliqué que j'avais payé pour tout pendant des années, que j'avais acheté la maison seule, que l'hypothèque, l'entretien, les services, tout venait de mes efforts. Que je ne l'avais jamais dit parce que je pensais que la confiance n'avait pas besoin de preuves matérielles, mais que cette confiance n'existait plus. Camille s'est crispée. Julien a pâli. Pour la première fois, je les ai vus vulnérables, non pas comme des victimes, mais comme des gens qui savent quand que leur masque est tombé et qu'ils n'ont rien dessous. Je leur ai dit que dans les semaines d'avenir, j'allais réorganiser ma vie, que j'avais besoin d'espace, d'air, de dignité et qu'ils devraient trouver un autre endroit où vivre. Je ne leur ai pas crié dessus. Je ne leur ai pas fait plus de reproches que nécessaire. Je n'avais pas besoin qu'ils se sentent coupables. Il me suffisait qu'ils comprennent que je n'allais plus les soutenir, que le privilège de vivre à mes frais était terminé. Camille a bégayé, demandant si je les mettais dehors. Je lui ai répondu que non. Je leur rendais la liberté qu'ils avaient prise depuis des années, que s'ils s'aimaient tant, ils pouvaient construire une vie ensemble, comme des adultes, ailleurs,
dans une maison qu'ils pourraient entretenir seuls, que je n'avais pas à en faire partie. Julien n'a rien dit. Il est resté assis, les yeux fixés sur les documents. Je me suis demandé s'il repensait à chaque repas que j'avais préparé, à chaque facture que j'avais payée, à chaque nuit où il avait dormi tranquille pendant que je portais le monde. Je me suis demandé s'il l'avait jamais vraiment apprécié, mais ce que là n'avait plus d'importance. Je ne leur ai pas donné de date précise, je leur ai laissé du temps, non pas par respect, mais parce que je n'avais pas besoin de me presser. Ils avaient déjà perdu la seule chose qui leur donnait du pouvoir sur moi, mon affection. Et quand cela disparaît, tout le reste s'effondre de lui-même. Cette nuit-là, j'ai dormi avec la porte fermée. J'ai fermé toutes les fenêtres, ainsi que les derniers vestiges de faiblesse qu'il me restait. Le lendemain, j'ai commencé à planifier la prochaine étape. Ma vie sans eux. Les jours suivants se sont déroulés dans un calme artificiel. J'allais et venais au bureau, assister à des réunions, organisais mes prochaines décisions personnelles et financières, me concentrant sur le concret. À la maison, en revanche, c'était comme si rien ne s'était passé. Camille continuait à utiliser ma cuisine comme si elle lui appartenait. Elle laissait ses tasses à moitié lavées, mettait la musique fort tout en faisant des petits pains que personne ne mangeait. Julien continuait à se promener avec sa tasse de café, comme si nous avions encore une routine commune à maintenir. Le sujet n'était pas abordé. Il ne me demandait pas s'il y avait une date limite. Il ne mentionnait pas la conversation dans le salon. Il ne touchait pas aux documents restés sur la table. Ils agissaient comme si tout cela n'était qu'une exagération. Comme s'ils pensaient que ça me passerait, que c'était une impulsion, que je finirais par céder et les laisser rester. Mais je ne jouais pas. Ils étaient prisonniers de leur propre déni, comme s'ils comptaient sur l'habitude, sur ce que j'avais été pour eux, pour ne pas voir la réalité en face. Cette réalité ne les incluait plus. La maison a commencé à se fermer émotionnellement. J'ai cessé d'occuper les espaces communs. Je mangeais dans ma chambre ou dans le jardin. Je m'isolais sans le rendre évident, mais de manière absolue. Quand ils parlaient, je ne répondais pas. Nos échanges se limitaient à des mots fonctionnels. Il n'y avait plus de conversation, plus de liens, plus de contact. Juste une cohabitation forcée avec deux personnes et une intruse qui pensait avoir leur place assurée. Presque 2 semaines ont passé sans qu'ils fassent donc le moindre mouvement. Ils n'ont pas cherché de logement, n'ont rien emballé, n'ont montré aucune intention de partir. Un vendredi, Julien m'a demandé si je comptais sortir le week-end. J'ai répondu que oui. Il m'a dit que dans ce cas, lui et Camille en profiteraient peut-être pour ranger le garage. Pas pour faire leurs valises, pour ranger. Ils restaient englués dans leur illusion. Le samedi, je suis sortie tôt et revenue au crépuscule. En entrant, tout était pareil. Camille dans le salon avec un verre de vin. Julien devant la télévision. La cuisine sale. Ma patience s'est épuisée en silence. Pas de colère, juste une détermination qui n'admettait plus de pause. Je suis montée dans ma chambre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé une lettre, un document officiel leur notifiant qu'ils devaient quitter la propriété dans un délai précis. 30 jours, pas un de plus. Je n'étais pas obligée de leur accorder autant de temps, mais je le faisais pour moi, pour clore ce cycle avec dignité. Le lendemain, j'ai laissé 2 enveloppes sur la table de la salle à manger, une pour chacun. Je n'ai rien expliqué. Ils n'en avaient même pas besoin. Quand ils sont descendus, ils les ont vus. Camille a ouvert la sienne en premier. Son visage a changé immédiatement. Julien lisait à côté d'elle, en silence. Ils sont restés figés, avec la rigidité de ceux qui comprennent enfin que le sol ne leur appartient plus. Le soir, ils ont frappé à la porte de ma chambre. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, ils m'attendaient dans la cuisine. Camille m'a dit qu'on pouvait parler, que j'avais peut-être mal compris, que leur relation était une erreur de jeunesse, mais que maintenant tout était différent, qu'ils pouvaient rester encore un peu, jusqu'à ce que Lucas termine l'année scolaire. Julien ne disait rien, baissant les yeux comme un enfant pris en faute. Je leur ai dit non, sans élever la voix, sans expliquer plus que nécessaire. L'année scolaire pouvait se terminer ailleurs. La vie qu'ils avaient construite à mes dépens n'avait plus de place dans cette maison. Cette maison qui avait toujours été la mienne, ce foyer qu'ils avaient vidé de tout respect. Je ne leur devais rien. Je n'avais ni culpabilité ni remords. Je leur ai dit que c'était leur dernier mois ici. Et cette fois, ils ont compris que j'étais sérieuse. Le dernier jour du délai,
L'aube était grise, humide, le ciel couvert. La maison était totalement silencieuse. Camille n'avait rien cuisiné. Julien n'avait pas mis de musique. Lucas n'était pas là. Il l'avait envoyé chez un proche, disait-il, pour lui épargner ce moment difficile. Il pensait à lui maintenant, comme si cela pouvait leur donner du mérite. Je me suis levée tôt, comme toujours. J'ai préparé du café, vérifié mes emails, m'habillais avec le même calme qu'à l'accoutumée. Je ne les ai pas cherchés, je ne les ai pas pressés. Je ne suis pas descendue leur demander s'ils étaient prêts, car ce n'était pas mon rôle. J'avais déjà fait tout ce que j'avais à faire. Le reste leur incombait, tout comme le poids de leur choix. À la mi-journée, j'ai entendu du mouvement, des valises dans le couloir, des sacs, des portes ouvertes avec brusquerie. Camille se plaignait à voix basse, mais je n'entendais pas clairement ses mots. Julien ne disait rien, traînant ses affaires une à une. Ils se déplaçaient dans la maison comme des fantômes maladroits, sans direction claire, la frustration contenue dans chaque geste. À 11 heures, ils ont frappé à la porte de mon bureau. Je n'ai pas ouvert, pas par rancune, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. À midi, ils sont descendus avec leurs dernières affaires. 2 valises, une boîte et un sac en tissu déchiré à une anse. Ils n'avaient ni camion de déménagement, ni taxi qui les attendait. Ils se sont arrêtés à l'entrée, entre le jardin et le trottoir, comme s'ils espéraient que quelqu'un viendrait les chercher. Mais personne n'est venu. Je les ai regardés depuis la fenêtre du 2e étage. Je ne me suis pas cachée. Je ne me suis pas dissimulée. Je suis restée là, ferme, observant leur monde, bâti dans mon dos, se réduire à quelques possessions sales et sans valeur. Julien a allumé une cigarette. Camille pleurait, de vraies larmes, comme quelqu'un qui comprend enfin ce qu'il a perdu. Peut-être pleurait-elle pour la stabilité, pour la maison, pour n'avoir rien fait d'autre que vivre aux dépens d'autrui. Je ne suis pas descendue, je ne leur ai pas ouvert, je ne leur ai pas adressé un mot final. La dernière chose qu'ils ont entendue de moi était le claquement de la porte, des jours plus tôt, quand je leur avais clairement dit que c'était leur dernier fois à moi sous mon toit. Ils sont partis à pied, traînant lentement les roues tordues de leurs valises sur le trottoir défoncé. Personne n'est venu les chercher, personne ne les attendait. C'était la fin de leur confort, la fin du mensonge. Cet après-midi-là, le silence dans la maison était différent, pas vide, mais paisible. Je ne me suis pas sentie seule, je me suis sentie libre. J'ai parcouru chaque recoin. J'ai ouvert toutes les fenêtres, laissé entrer le vent, l'air nouveau. J'ai nettoyé la salle à manger, la cuisine, les salles de bain. Pas parce que c'était nécessaire, mais parce que je devais effacer les traces de leur présence. J'ai changé les draps, donné ce qu'ils avaient de laisser, jeté les restes. Je n'ai rien gardé. Rien n'en valait la peine. Cette nuit-là, j'ai dormi avec la porte ouverte, sans peur, sans bruit, sans ombre. Pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment reposé. Moins de 10 jours après leur départ, Julien a été le premier à essayer de me contacter. Un message à minuit, disant qu'il avait besoin de parler, qu'il avait fait des erreurs, qu'il ne savait pas comment les choses en étaient arrivées là. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, il a insisté. Cette fois, il a appelé. Je n'ai pas décroché. Puis ce que fut Camille. Son ton était différent, plus direct, moins masqué. Elle demandait que Lucas puisse au moins me rendre visite, qu'il me manquait, que la maison faisait partie de sa vie. Je me suis contentée de bloquer leur numéro. Pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que chaque tentative était une répétition désespérée de quelque chose qui était fini. Je n'avais pas changé d'avis, je m'étais simplement débarrassée d'un bandeau. Et une fois retiré, il était impossible de le remettre sans me perdre à nouveau. Par des connaissances, j'ai appris qu'ils vivaient dans une petite pension miteuse, sans fenêtre. Ils avaient épuisé leurs économies en quelques jours. Personne ne voulait les accueillir longtemps. Le scandale commençait à se répandre dans leur cercle proche. La vérité trouve toujours un moyen de se frayer un chemin. Camille a cessé de poster des photos. Julien ne partageait plus ses phrases motivantes. Leur monde virtuel, si soigneusement fabriqué, s'effondrait aussi. Un après-midi, en quittant le bureau, je les ai vus. Ils étaient devant l'immeuble, comme s'ils hésitaient à entrer ou à attendre. Camille avait des cernes profonds, les cheveux attachés sans soin. Julien semblait plus maigre, vieilli d'un coup. Lorsqu'ils m'ont vu,
Ils se sont approchés rapidement. Camille a parlé la première. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle regrettait, qu'ils avaient mal agi, mais qu'ils ne savaient pas comment sortir de ce pétrin, que Luca n'y était pour rien. Julien ne disait rien, se contentant d'acquiescer. Il me regardait avec un mélange de honte et de supplication. Il a évoqué des moments partagés, des choses que nous avions construites, des mots que nous avions échangés. Il a dit qu'il m'avait dit aimer, qu'il m'aimait encore, qu'il avait fait des erreurs, mais que la vie n'avait pas de sens sans moi. Des mots usés, vides. Je les ai écoutés, non pas pour eux, mais pour moi, pour m'assurer que ça ne faisait plus mal, qu'ils ne m'affectaient plus, qu'ils n'étaient plus rien. Quand ils ont fini, j'ai simplement dit « non ». Un seul mot, ferme, inébranlable. Je me suis retournée et suis entrée dans l'immeuble. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé, je n'avais besoin de rien d'autre. Ce fut leur dernière tentative en personne. Ensuite, il y a eu des emails, des notes dans la boîte aux lettres, des messages envoyés depuis d'autres numéros, tous avec la même structure. Excuses, souvenirs, justifications, tous inutiles. Une nuit, Camille m'a laissé une lettre manuscrite. Elle disait que j'avais toujours été meilleure qu'elle m'avait admirée depuis l'enfance, qu'elle s'était sentie invisible à mes côtés, que Julien l'avait vue quand personne d'autre ne le faisait, que cela n'excusait rien, mais qu'elle voulait au moins l'expliquer, qu'elle me demandait pardon, qu'elle ne supportait plus la culpabilité. J'ai déchiré la lettre en silence, non pas parce qu'elle n'avait aucune valeur, mais parce que je n'avais plus besoin de comprendre ni de savoir pourquoi. Cela m'était égal. Le pardon est un droit, pas une obligation. Et j'avais décidé de ne pas l'accorder, non pas par rancune, mais parce que protéger ma paix exigeait des limites. Mes journées sont devenues plus légères, sans le poids de les soutenir, sans l'usure de feindre une famille. La maison respirait différemment. J'ai commencé à la rénover. J'ai peint les murs, changé les rideaux, jeté les vieux meubles. Chaque geste était une façon de reconquérir mon espace, de réhabiter ma vie. Parfois, Luca me traversait l'esprit. Je me souvenais de lui, petit, en pyjama, buvant le lait que je lui préparais. Cela me faisait mal, oui, mais je comprenais aussi qu'il avait été utilisé comme une pièce dans leur mensonge et que ce n'était pas à moi de défaire ce nœud. La liberté n'est pas venue avec des cris ou de la vengeance. Elle est venue avec des pas fermes, silencieux, avec des décisions prises depuis la vérité. Je n'étais plus la femme qu'ils avaient connue. Maintenant, je m'appartenais et je n'allais plus jamais me donner à quelqu'un d'autre. Les jours ont pris un autre rythme. Plus de tension dans l'air, plus de silence lourd de mépris, plus de regards croisés cachant des secrets que nous connaissions tous. La maison était enfin à moi. Pas parce que les actes portaient dans mon nom, mais parce que l'air était différent. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité chez moi. Je me levais tôt, mais sans hâte. Je marchais pieds nus dans le couloir, écoutant le bois craquer sans que cela me dérange. J'ouvrais les grandes fenêtres du salon, laissant entrer la lumière sans crainte. Je cuisinais pour moi seule, sans exigence, sans plainte, sans l'écho de quelqu'un mangeant gratis à mes côtés avec une mine agacée. Les fleurs du jardin ont recommencé à pousser. J'ai retrouvé l'envie de les arroser. Des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps sont revenus à la maison. Des gens qui, pendant des années, avaient évité l'atmosphère lourde qui régnait chez moi. Ils riaient de nouveau avec moi dans la cuisine. Nous trinquions à nouveau. Ils m'écoutaient avec respect, me regardaient différemment. Une amie proche m'a serré dans ses bras après un dîner et m'a dit que j'étais enfin redevenue moi-même. Je ne savais pas quoi répondre, mais je savais qu'elle avait raison. Au travail, le changement était aussi perceptible. Je ne portais plus le fardeau domestique. Je ne rentrais plus chez moi avec l'angoisse d'affronter une mascarade. Je pensais plus clairement, je prenais des décisions sans cette voix, au fond de moi, qui me demandait pourquoi je continuais à soutenir ceux qui ne m'aimaient pas vraiment. Mon leadership s'est renforcé. Ma parole avait plus de poids. Je le savais, et je l'appréciais en silence. Petit à petit, j'ai repris des choses que j'avais abandonnées. J'ai recommencé à lire avant de dormir. J'ai repris le yoga. J'ai recommencé à peindre, même si personne ne le savait. Un week-end, je suis partie seule à la côte, à Deauville, juste pour le plaisir. J'ai marché des heures le long de la plage.
J'ai laissé la mère me parler sans rien dire. Je ne cherchais pas de réponse. Je n'en avais plus besoin. Je les avais toutes. La thérapie, commencée comme une mesure d'urgence, est devenue un espace vital. Là-bas, je ne pleurais pas tant pour ce qui s'était passé, mais pour ce que je m'étais refusé pendant des années, pour la façon dont je m'étais éteinte sans m'en rendre compte, pour la manière dont j'avais ravalé ma douleur pour ne pas déranger les autres. Chaque séance était une petite révolution. J'en sortais plus légère, plus sûre, plus moi. Je n'ai plus jamais reparlé avec eux. Je ne les ai pas bloqués partout, je n'en avais pas besoin. Mais je les ai sortis de mon histoire. J'ai coupé le lien de l'intérieur, sans scandale. S'ils avaient besoin de quelque chose un jour, ils sauraient qu'ils ne trouveraient rien chez moi. Et s'ils parvenaient à refaire leur vie, cela m'était complètement indifférent. Un après-midi, en prenant un thé dans le jardin, j'ai pensé à ce que signifiait perdre. J'ai réalisé que je n'avais rien perdu. Eux avaient donc perdu une maison, un réseau, une alliée, une chance de rédemption. Moi, je n'avais perdu qu'un mirage, un mensonge, et en le lâchant, j'avais tout gagné. Je n'ai plus jamais parlé d'eux en mal. Je ne leur ai pas consacré de mots dans les conversations. Je n'avais pas besoin de les enfoncer, ils s'étaient déjà enfoncés seuls. Mon but était ailleurs. Avancer, construire quelque chose de nouveau à partir des décombres, sans avoir à expliquer à quiconque pourquoi je ne regardais plus en arrière. Quand on me demandait des nouvelles de Camille ou de Julien, je disais simplement qu'ils n'étaient plus là. Et cela suffisait. Car tout le monde ne mérite pas une fin. Certains ne méritent que la distance. Et moi, je l'avais enfin. Les mois ont passé, presque un an. Ma vie avait complètement changé. J'étais une autre, non pas parce que je m'étais réinventée, mais parce qu'en les sortant de ma vie, je me suis retrouvée seule avec ce que j'avais toujours été. Forte, claire, solide, sans masque. Un samedi d'automne, alors que l'air commençait à se rafraîchir et que les feuilles du jardin craquaient sous mes pas, on a frappé à la porte. Je n'attendais personne. Je me suis dirigée lentement vers l'entrée. En regardant par la fenêtre latérale, je les ai vus. Julien et Camille, debout côte à côte, comme avant, mais plus usés, plus vaincus. Il n'y avait ni haine ni urgence sur leur visage, juste un mélange de fatigue et de honte. J'ai ouvert la porte. Pas parce que je voulais les écouter, mais parce que c'était la fin. Le dernier pas. Julien a parlé en premier. Il a dit qu'il voulait juste clore les choses avec respect, que le temps leur avait fait comprendre qu'ils m'avaient trahi, qu'ils s'étaient trahis eux-mêmes, qu'ils ne voulaient rien. Juste le dire à voix haute. Camille ne parlait pas. Elle me regardait avec des yeux pleins de ce qui semblait être de la culpabilité, mais aussi du vide, comme si elle avait attendu ce moment pour se libérer d'un poids. Cela ne m'a pas touchée. Je ne la haïssais pas, je ne ressentais plus rien pour elle. Julien m'a demandé s'il pouvait entrer, juste une minute, pour me montrer qu'ils allaient du bien, qu'ils avaient du travail, que Lucas grandissait, qu'il s'était stabilisé, qu'il ne me devait rien, mais qu'il voulait me remercier. Je leur ai dit non, calmement, poliment, mais avec la fermeté de celle qui n'a aucun doute. Je leur ai dit que cette maison n'était plus la leur, que je n'étais plus la femme qu'ils avaient sans connue, que leurs remerciements arrivaient trop tard, que j'étais heureuse s'ils allaient bien, mais que cela ne changeait rien. Julien a baissé la tête. Camille a reculé d'un pas. Ils n'ont pas insisté, n'ont pas essayé de pleurer, de s'agenouiller ou de supplier. Ils savaient que cette porte ne s'ouvrirait plus. Ils se sont dit au revoir en silence et se sont éloignés. Ils marchaient lentement, portant le poids de ce qu'ils avaient en fait et de ce qu'ils avaient perdu. J'ai fermé la porte. Ma main n'a pas tremblé. Mon cœur n'a pas vacillé. Il n'y avait pas de nœud dans ma gorge. Juste un soupir léger, comme si je venais de fermer un livre que je n'avais plus besoin de relire. Je suis retournée dans la cuisine. L'eau bouillait. J'ai préparé mon thé. Je suis revenue dans le jardin, au même coin de toujours. Je me suis assise sous l'arbre le plus ancien de la maison, celui que j'avais planté en l'achetant. J'ai pris le carnet que j'écrivais depuis des mois, l'ai ouvert à une page vierge et j'ai écrit une seule phrase. Il n'y a plus de fantômes. Et c'était vrai. Julien et Camille n'existaient plus dans ma vie. Ni comme mari, ni comme sœur, ni comme traître, ni comme rien. Ils n'étaient qu'une partie d'une histoire terminée, et moi, j'étais enfin libre d'écrire la suivante. Seule, sans chaîne, sans mensonge, sans eux.